Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire Droit devant organisé par le Bureau international des droits des enfants. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour ce 13e webinaire. Je m'appelle Sandrine, je suis chargée aux communications au sein de l'IBCR. Donc, si vous êtes nouveau avec nous aujourd'hui, sachez que nos webinaires réunissent volontaires, partenaires, dans le but de partager leur expérience concrète et témoignages inspirants afin de mettre en lumière leur travail essentiel dans le cadre du programme de coopération volontaire de l'IBCR, et ce pour améliorer le bien-être et le respect des droits des enfants à travers le monde. Donc, en tant qu'organisation spécialiste en droits de l'enfant, nous avons pour mandat de renforcer la capacité des acteurs du système de protection de justice et de traduire les droits de l'enfant en décisions, en actions et en collaboration quotidienne, et ce, dans la pratique des acteurs dans les systèmes, dans la place des enfants en tant que sujet de droit au sein de ces systèmes et de leur communauté, ainsi que dans les choix et les priorités sociétales et législatives. En ce qui concerne le programme de coopération volontaire qui s'étend sur 8 ans, il a pour objectif d'améliorer le bien-être et de garantir les droits des enfants les plus vulnérables. Nous travaillons dans 11 pays avec plus de 30 partenaires locaux. Ces partenaires jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des droits de l'enfant et nos volontaires, grâce à leur expertise unique, contribuent à renforcer leurs capacités et à soutenir les initiatives sur le terrain. Pour plus d'informations, je vous invite à vous connecter sur notre site web pour connaître tout sur le programme de coopération volontaire, nos actions, nos opportunités présentement disponibles et pour découvrir aussi le billet de blog de nos coopérants et coopérantes volontaires. Donc, aujourd'hui, dans le cadre du webinaire, en fait, nous avons reçu, en fait, dans les dernières semaines, plusieurs volontaires qui étaient en train de réaliser leur mandat. Toutefois, le programme de coopération volontaire, c'est aussi un vaste réseau d'alumni, d'anciens et d'anciennes volontaires qui, après maintenant 6 ans de PCV à l'IBCR, se comptent par plus de 200. C'est donc dans cette perspective que nous recevons aujourd'hui Kelly O'Connor et Suleiman Amansag, tous deux anciens volontaires de l'IBCR qui ont réalisé leur mandat il y a de ça quelques années. Et on a aujourd'hui l'honneur de les recevoir pour qu'ils viennent un peu nous parler de leur mandat et de leur réalité après celui-ci. Bonjour à vous deux, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. Donc, exceptionnellement, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais également souligner la présence aujourd'hui de Aïcha, conseillère en suivi, évaluation et apprentissage à l'IBCR. Aïcha se joint aujourd'hui à nous afin de nous partager brièvement quelques informations sur le programme de coopération volontaire du PCV ainsi que sur nos amis. Cette intervention-là va un peu vous permettre de comprendre puis de contextualiser les échanges qui suivront à la suite du webinaire. Donc, sans tarder, Aïcha, je te cède la parole. Merci beaucoup, Sandrine. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Comme Sandrine l'a bien souligné, les alumni, ce sont des personnes qui ont déjà réalisé un mandat de coopération volontaire auprès d'organisations. Mais disons que leur impact ne s'arrête pas seulement qu'à leur mandat et même post-mandat. Et nous allons le voir tout de suite là. Disons que de 2020 à nos jours, nous avons touché 211, nous avons réalisé 211 mandats à travers différentes organisations dans le monde. Notamment au niveau de l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, l'Amérique latine, je dirais, et même au niveau du Canada. Mais la grande partie de nos mandats ont été réalisés en Afrique subsaharienne et à travers une grande diversité, notamment 63% de femmes qui ont réalisé ces mandats et en grande partie des Canadiens. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Disons que ces chiffres ne sont pas seulement des engagements qui ont été faits, mais c'est un impact concret qui est sur le terrain. Nous avons aujourd'hui 175 outils de suivi-évaluation qui ont été développés, 95 outils de gestion organisation sensible au genre qui ont été développés pour ces organisations-là. Disons aussi que nous avons 137 formations qui ont été réalisées, qui ont permis de toucher à peu près 2151 personnes
en majorité aussi des femmes qui ont été touchées à ce niveau. Et on a touché plus de 12 000 personnes qui ont été sensibilisées à travers les collectivités vulnérables, les enfants, les hommes, les filles, les garçons. Voilà. Disons que à travers ce que nous avons comme impact, on a une histoire derrière. Et cette histoire, c'est quoi? Je prends l'exemple de la Tunisie. Nous avons eu un co-développement d'un diagnostic qui a été fait par un des alumni qui a permis à l'organisation aujourd'hui de revoir cette pratique à l'interne. Au Sénégal, aujourd'hui, nous avons un plan stratégique qui a été développé pour une organisation qui lui permet aussi d'avoir euh, une idée d'où il va jusqu'à ce qu'on puisse atteindre l'année 2029. En Colombie, la juridiction spécialisée sur la paix a bénéficié d'outils de formation également qui ont été développés à ce niveau-là. Mais comme je vous l'ai dit, notre impact ne s'arrête pas tout simplement à la fin de ce mandat-là. Les alumni, ils continuent d'impacter, même à travers les actions de sensibilisation post leur mandat, les plaidoyers, le soutien à travers des fonds, des dons, des collectes et l'engagement dans la mobilisation des bénévoles et même d'autres qui se sont engagés dans le contexte professionnel à travailler avec d'autres organisations. Au-delà de tout cela, nous avons aussi des personnes qui continuent de poursuivre leurs études dans ce sens, tels que les droits de l'enfant, l'égalité, l'inclusion et la gestion organisationnelle et bien d'autres choses, même le développement international aussi. Donc, pour vous dire tout cela, que ce ne sont pas des chiffres que nous vous présentons, c'est un engagement de certaines personnes qui sont de nationalités différentes, qui peuvent être des Canadiens ou non, qui sont en train d'impacter plusieurs régions de ce monde-là. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Kelly et Souleymane qui font partie de ce webinaire pour nous présenter leur expérience. Donc, si vous nous permettez, Kelly et Souleymane, pouvez-vous vous présenter? Oui, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kelly O'Connor. Je suis avocate. Actuellement, je suis avocate associée dans mon propre cabinet, Giroux O'Connor, droit de l'immigration. Je suis actuellement en congé de maternité, par contre. Et j'habite toujours à Bogota, en Colombie, où j'ai fait 2 mandats avec l'IBCR euh, comme conseillère en droit de l'enfant auprès de l'organisation partenaire de la Coalico, qui est la coalition contre l'implication des enfants dans le conflit armé en Colombie. C'était de 2022 jusqu'en 2024 que j'ai été conseillère avec l'IBCR. Et oui, je vais le laisser là. Je sais qu'on va entrer plus en profondeur dans mes expériences. Super, merci Ok. beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Souleymane Hamzag, je suis de nationalité marocaine. Je fais partie des chiffres qui est un peu 26% des non-canadiens. Et aussi, je fais partie des 37% des hommes qui ont fait des mandats avec IBCR. Moi, j'ai fait 3 mandats. 2 mandats en Côte d'Ivoire avec le Forum des ONG et associations d'aide à l'enfance en difficulté à Abidjan. Et j'ai fait le 3e mandat au Sénégal avec l'ENTSS, École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Avant mon mandat, j'ai travaillé en tant que directeur exécutif d'une association qui fait partie des partenaires de l'IBCR au Maroc. Mais après le mandat avec IBCR, également, comme Aïcha a mentionné, qu'il y a des alumni de l'IBCR, du PCV, qui poursuivent leurs études. Moi, évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poursuivi mes études. J'ai fait un master en droit de l'enfant et développement international en Angleterre. Et après ce master, j'ai commencé le travail avec UNICEF Maroc en tant que consultant dans les systèmes
de protection de l'enfance dans plusieurs régions ici au Maroc. Et également, j'ai aussi d'autres consultations avec OIM, l'Organisation internationale de la migration, ainsi que d'autres petites organisations et un centre qui faisait partie auparavant, ça fait 15 ans, qui faisait partie de Save the Children, mais actuellement c'est un centre qui est indépendant, c'est the Center for Child Rights and Business, qui est basé au Hong Kong. Et je vais pas parler beaucoup maintenant, on va continuer la discussion dans les prochaines questions. Merci à vous tous et toutes. Merci beaucoup à vous deux. Euh, donc, avant de vous engager avec l'IBCR, quelle était votre vision de la coopération volontaire? Si vous pouvez nous parler en fait de vos ambitions, que ce soit professionnelles ou personnelles, qui vous ont poussé à réaliser un mandat de coopération. Suleiman, peut-être? Ok, merci Sandrine. Bah pour moi personnellement, j'avais toujours, je vais pas dire un rêve, mais c'était un de mes objectifs, c'est de travailler en Afrique subsaharienne. En tant que quelqu'un qui a fait toute sa vie en Afrique du Nord, je voulais toujours explorer tout le continent et je voulais vraiment explorer l'Afrique subsaharienne. Et le premier jour que moi, IBCR, je connaissais l'IBCR à travers une PCV qui a fait son mandat au Maroc avec une association Beiti, c'est basé à Casablanca au Maroc. Et cette personne coopérante volontaire m'a parlé de l'IBCR, je pense, en 2018, 2017. Je pense auparavant, c'était pas le Pride, mais c'était un autre programme. Et il m'a parlé un peu de l'UBCR et le travail que vous faisiez. Et dès ce moment, en 2017, je voulais toujours euh, travailler avec UBCR un jour. Et le moment quand j'ai vu l'annonce c'était pour le Togo, si je me rappelle, c'était un poste au Togo. Et l'entretien que j'ai fait, c'était pendant l'entretien, la personne que j'ai rencontré, elle m'a proposé, je pense à ce moment, le Burkina Faso. Mais après la proposition, c'était Côte d'Ivoire. Mais pour moi, en général, la vision pour la coopération, c'était toujours pour moi de savoir, d'apprendre. C'est pas toujours de vraiment apporter, mais d'apprendre et apporter en même temps. C'est vraiment give and take. Et la coopération, pour moi, il n'y a pas vraiment un type de coopération qu'on pense qu'il y a quelqu'un dans un pays qui pourra venir et apporter the knowledge, la connaissance, l'expertise, et les gens qui sont sur terrain, ils connaissent rien. C'est la personne qui va venir pour les apporter. Pour moi, la vision que j'avais toujours, c'est vraiment euh, avoir comment est-ce qu'on pourra apporter et aussi apprendre. Merci. Merci beaucoup. Moi, avant de m'engager avec l'IBCR, j'avais comme Suleiman toujours un intérêt en coopération internationale. Euh, Avant de devenir personne coopérante, j'avais fait un bac en littérature française et anglaise à l'Université de la Colombie-Britannique et puis un bac en droit à l'Université McGill. Mais c'était dans mon premier bac en littérature que j'ai découvert la coopération internationale. J'avais fait un stage chez Affaires mondiales Canada et c'était un peu dans ce moment que j'ai découvert le thème des droits humains. Et puis quand j'ai entré dans mon bac en droit, j'ai vraiment poursuivi mon intérêt en droits humains. J'ai pris beaucoup de cours, j'ai fait quelques stages en droits humains à l'international aussi, en Équateur, au Costa Rica. Alors, après d'être admise au barreau, je voulais avoir une expérience internationale en coopération internationale un peu plus de long terme pour pouvoir entrer un peu plus en profondeur dans les enjeux comparé à un stage. Les stages que j'avais faits étaient de 3 mois. Par contre, j'étais presque 2 ans en Colombie avec l'IBCR.
Alors, c'était un peu ça qui m'a motivé de m'engager avec l'IBCR. Super. Ben, merci beaucoup à vous. Euh, en fait, vous avez chacun réalisé plusieurs mandats, toi Kelly 2, Suleiman 3. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi l'IBCR en particulier? Puis en fait, je poserais plus ma question sur pourquoi avoir décidé de refaire de nouveaux mandats avec l'IBCR. Ok, je commence, si vous me permettez, Kelly. Oui. Ok, bah pour moi, je pense que mon premier mandat avec Ibiser était vraiment une expérience inoubliable et exceptionnelle. J'ai vraiment, je pense que j'ai pu contribuer beaucoup au développement du partenaire sur terrain. Ça, c'est au niveau de feeling, de sentiment que j'ai pu apporter quelque chose. Mais au niveau personnel, j'ai trouvé que j'ai appris beaucoup de l'histoire de Côte d'Ivoire. À ce moment-là, c'était juste en Côte d'Ivoire des gens ivoiriens. J'ai beaucoup aimé le relationnel que j'avais avec l'équipe, tout ce qui m'a vraiment motivé à continuer le travail avec l'Ibisser, soit au deuxième mandat ou même après, parce que le troisième mandat, il y avait une rupture de 3, 4 mois que je suis rentré au Maroc. Et après, Ibisser m'a contacté. Je pense que Mariama est avec nous aujourd'hui. C'est elle qui m'a contacté pour le troisième mandat au Sénégal quand il m'a proposé si je voulais rejoindre l'Ibisser encore une fois pour le troisième mandat. Je pense que en général, c'est le feeling que tu es dans un environnement sain, dans un environnement où tu apprends, dans un environnement où tu peux apporter, dans un environnement où tu vois toujours un développement personnel, professionnel, académique. Je pense un des points clés avec IBCR, je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que moi j'ai fait entre 2021 et 2023, jusqu'à août 2023. Et à ce moment-là, on avait beaucoup d'indépendance dans notre travail. On pouvait souvent, si tu as des idées, on a un plan qu'on fait avec le partenaire, avec nos superviseurs, mais en même temps, on a une marge d'indépendance, d'initiative. Tu peux toujours initier si c'est quelque chose qui va vraiment aider le partenaire. Tu trouves toujours que le superviseur, ton superviseur, l'équipe IBCR est toujours là pour t'appuyer à tes initiatives. Et moi, je veux juste terminer avec quelque chose que je vais jamais oublier dans toute ma vie. C'est que mon dernier jour dans mon troisième mandat, il y avait à ce moment-là, il y avait Marc-André. Et Marc-André il était je pense à ce moment-là, il était le chargé des PCV. Et Marc-André, il est venu pour ma goodbye party. Je pense que c'était à ce moment à 5 heures du matin au Canada. Et moi, j'étais choquée que l'IBCR a vraiment, le personnel de l'IBCR, ils sont là pour nous, pour les PCV. On n'est pas des personnes qui travaillent et il n'y a aucune personne qui vraiment qui s'occupe de nous-mêmes au niveau personnel. Je pense que c'est ça vraiment qui me motive de continuer, même quand vous m'avez pas appelé pour rejoindre ce webinaire, pour motiver les autres personnes pour rejoindre ce programme qui est très enrichissant, euh, une mission inoubliable avec ICR. Merci beaucoup, Suleiman. C'est vraiment des très beaux mots. Je pense que ça va faire plaisir beaucoup à l'équipe PCV. Pour toi, Kelly? Oui, j'ai déjà parlé un peu de ce qui m'a motivé à rejoindre le programme de coopération de l'IVCR, mais si on parle de pourquoi est-ce que j'ai décidé de continuer de faire un deuxième mandat, c'était vraiment pour moi la relation que j'avais avec l'organisation partenaire. La Coalico est une organisation exceptionnelle. Les employés ils ont beaucoup d'expertise, ils sont aussi super accueillants.
Alors, je me sentais vraiment comme chez moi dans l'organisation. Ils font un travail super intéressant. Et Aïcha, au début, avait mentionné un des projets en Colombie qui était le mien, qui était créer des outils de formation pour la Jurisdicción Especial para la Paz, le tribunal spécial de la paix en Colombie. Alors ça, c'était quelque chose que j'ai fait dans mon deuxième mandat parce que, premièrement, j'étais impliquée dans l'Observatoire des enfants en conflit armé, qui est une partie de la Coalico. Là, on a participé à l'examen périodique universel dans l'ONU. On a écrit un rapport alternatif pour le Comité des droits de l'enfant à Genève. Et puis, j'ai pu parler un peu avec l'équipe juridique de la Coalico. Et comme moi, je suis avocate, je voulais voir comme si ça serait possible de faire un deuxième mandat et puis d'avoir des projets avec l'équipe juridique. Et tant l'IBCR que la Coalico m'appuyaient beaucoup à poursuivre mes propres intérêts quand j'ai construit mon deuxième mandat. Alors, j'ai pu faire des formations pour l'équipe juridique de la Coalico qui représente des victimes des violations de droits de l'enfant pendant le conflit armé auprès du tribunal spécial pour la paix. Alors, pour moi, c'était comme une des choses qui m'ont plus intéressée durant mes deux mandats. Et aussi, ça m'a inspiré après mon mandat, poursuivre une maîtrise en droit international de droits humains que j'ai fait actuellement. Oui, c'était une expérience très, très impactante pour moi. Super. Mais je crois que Kelly t'a un peu touché en fait à la prochaine question. On voulait en fait savoir un moment marquant de votre mandat, une réalisation dont vous êtes particulièrement fier. Fait que je pense que tu en as énuméré quelques exemples. Fait que je vais peut-être plus y aller avec Souleymane. Est-ce que vous pourriez nous partager un moment marquant de ton mandat? Euh, ok, je pense que moi, si je peux parler, je vais parler de deux volets. Le premier volet, c'est des moments qui me marquent beaucoup pendant mes trois mandats, mais aussi peut-être les réalisations. Je vais les diviser en deux différents volets. Pour les moments qui me marquaient beaucoup pendant mes mandats, je pense que le moment où j'ai finalisé avec l'appui de soit de l'équipe du partenaire, soit avec les experts de l'IBCR, c'est les moments quand, je pense, Aïcha nous a partagé qu'au Sénégal, on a fait un plan stratégique avec un des partenaires. Et je sais pas s'il a parlé du plan stratégique qu'on a fait avec ENTSS ou bien avec d'autres organisations, mais je pense que un des moments les plus marquants dans mon mandat, c'est quand on a pu finaliser ce plan stratégique. Et parce que aucune personne n'a pensé que ce serait possible. Le moment quand on a commencé ce mandat au Sénégal, c'était vraiment quelque chose que tout le monde avait peur, que peut-être euh, ça sera juste un essai et on va voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'on pourra vraiment arriver à une grande réalisation ou non? Et je pense que le moment, le jour, quand on a pu le finaliser et quand on a partagé la dernière version qu'on a fait, c'est vraiment un moment qui m'a beaucoup marqué. Maintenant, pour la réalisation, je pense que j'ai déjà j'ai répondu. Peut-être que c'est la même. Le moment qui m'a marqué beaucoup, c'est cette réalisation. Mais je pense, au niveau personnel aussi, c'est c'est aussi mon expérience au Sénégal en tant que Marocain. Je sais pas si c'est quelque chose que peut-être les Canadiens, les collègues canadiens pouvaient avoir la même expérience. Mais pour moi, au Sénégal, j'ai senti comme si j'étais chez moi. Et vraiment, le peuple sénégalais, c'est un des peuples incroyables. J'ai visité plusieurs pays, mais le Sénégal reste vraiment un pays formidable. Le peuple là-bas, moi, je vous encourage beaucoup pour les participants. Si vous trouvez des mandats au Sénégal, il faut vraiment postuler pour le Sénégal
parce que les gens, Mariama, elle est en train vraiment, le Sénégal, je vais pas dire c'est juste un moment, mais tout mon mandat, les 10 mois que j'ai passé au Sénégal, j'ai senti, je vais dire quelque chose que peut-être, je sais pas si vous me croyez ou non, mais j'ai senti même mieux que chez moi ici au Maroc. Là, au Sénégal, c'était vraiment une expérience que je trouverai jamais des mots qui pouvaient l'expliquer. C'est une expérience unique. C'est un peuple unique que... Oui, ok. Merci beaucoup. Et oui, je termine et peut-être pour les prochaines questions. Super, mais c'est très intéressant ce que vous dites. On est vraiment passionné par vos paroles et tout. Et d'ailleurs, je profite en fait pour faire le lien avec ce que vous dites. Si on a des gens aujourd'hui qui sont intéressés à s'impliquer dans un mandat de coopération du BCR, n'hésitez pas à aller voir sur notre site web. Nous avons tous nos mandats pour lesquels nous recherchons présentement qui sont répertoriés. Donc, je passe à la prochaine question et on va commencer avec Kelly cette fois-ci. Euh, Tout d'abord, en fait, j'aurais aimé savoir comment votre expérience de volontaire, de manière générale, a influencé votre parcours actuel ou a eu des répercussions sur votre réalité professionnelle. Oui, je pense que mon expérience avec les BCR a vraiment eu un impact sur mon parcours professionnel. Premièrement, en termes de matière, d'expertise en droit, j'ai beaucoup appris sur les droits de l'enfant que je ne connaissais pas autant avant de commencer mes mandats. En particulier, l'intérêt supérieur de l'enfant est un jeu qui est très, très pertinent en droit de l'immigration. Alors, euh, j'utilise mes compétences en droit de l'enfant très, très souvent mon emploi actuel. Aussi, dans mon pratique en droit, je fais aussi droit des réfugiés, droit du statut de réfugié au Canada. Alors, souvent, j'ai des clients qui ont eu des expériences de conflits armés. Alors, avoir travaillé avec ces thèmes, avec la Coalico, ça me donne, je pense une perspective différente et je peux avoir une meilleure connexion avec mes clients. Je peux mieux comprendre ce qu'ils ont vécu. Euh, et aussi, comme j'ai eu cette expérience d'aller et de vivre dans un autre pays, quand mes clients qui sont des immigrants au Canada, ils arrivent au Canada, ils vivent cette expérience de s'installer dans un autre pays, je peux avoir une meilleure compréhension de ce qu'ils vivent quand ils arrivent au Canada. Même si c'est pas exactement le même genre d'expérience, mais ça me permet aussi d'avoir une meilleure connexion avec mes clients. Mais à part de ça, euh, avant de faire mes mandats avec les BCR, j'avais fait ma formation juridique. J'ai passé plusieurs années à vraiment me concentrer à développer mes compétences juridiques. Et j'avais oublié que j'ai d'autres compétences. Mais avec l'IVCR, j'ai pu découvrir que je suis une professionnelle polyvalente. J'ai organisé des webinaires, j'ai organisé des formations en personne, ce qui implique réserver une chambre, parler avec des traiteurs, planifier tout un événement, faire des travaux de communication, écrire des rapports différents à des rédactions juridiques. Alors, j'ai fait beaucoup de choses et maintenant, dans mon travail actuel, je suis avocate, mais je suis aussi entrepreneur parce que je dirige mon propre cabinet et j'ai besoin d'utiliser ces compétences tous les jours. Alors, oui, en résumé, mes expériences avec l'IVCR m'ont donné beaucoup de compétences que j'utilise tous les jours. Merci beaucoup, Kelly. Permettez-moi juste, Suleiman, on va passer à la prochaine question. Elle est un peu reliée avec cette question-là actuelle, mais peut-être plus axée, en fait, sur les apprentissages, puis sur les compétences. Donc, Aïcha en a mentionné un peu plus tôt
tôt. C'est quelque chose qui ressort beaucoup, en fait, de nos témoignages de nos alumni, comme quoi vous réutilisez en fait les compétences dans votre domaine, Kelly, tu viens tout juste de l'aborder. C'est ça. Quelles leçons ou apprentissages de votre mandat vous semble-t-il les plus utiles aujourd'hui ou que vous utilisez le plus dans votre vie professionnelle? Merci beaucoup, Sandrine. Et pour les deux dernières photos, c'est le jour de partage du plan stratégique. Mhm. C'est le document que vous voyez, c'est le plan stratégique du partenaire. Pour les leçons ou les apprentissages, je pense que comme Kili a mentionné, pour moi personnellement, je trouve qu'il y a il y a déjà une formation par IBCR, mais aussi il y a une grande auto-formation euh, pendant le mandat avec IBCR. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Moi, personnellement, j'ai jamais élaboré un plan stratégique avant le travail avec IBCR. J'ai jamais élaboré un mode opératoire. J'ai jamais compris. J'ai travaillé avant IBCR. J'ai fait 5 ans du travail dans le domaine de la protection de l'enfance, mais en tant que pra- pratiquant, mais pas vraiment en tant qu'une personne qui a plus de temps pour faire une réflexion, pour vraiment faire une auto-formation continue de chaque jour, chaque fois que tu trouves qu'il y a un plan, dans le plan qu'on a avec le partenaire. Par exemple, moi, dans le mandat que je fais actuellement, la consultation que j'ai avec UNICEF, on travaille sur le système de la protection de l'enfance dans plusieurs régions au Maroc. Comment je fais ce travail? C'est basé sur beaucoup de pratiques, beaucoup d'apprentissage que j'avais avec IBCR pendant le temps que j'avais pendant mes 3 mandats. Les compétences que j'ai pu acquérir pendant ces mandats, c'est une capacité avant le mandat de l'IBCR, j'ai fait quelques focus group, des groupes de discussion, des entretiens, mais les mandats que j'ai fait, les 3 mandats que j'ai fait, chaque mandat, avant le début de mandat, je fais une période de mon mandat, c'est focalisé sur l'état des lieux, et pour l'état des lieux, je rencontre tout le monde qui travaille avec le partenaire et les partenaires du partenaire. Je rencontre presque tout le monde qui a un lien avec le partenaire et ça m'a donné beaucoup de compétences, beaucoup de skills en tant que quelqu'un qui est actuellement dans mon travail. Je rencontre les responsables des ministères, soit au niveau national, soit au niveau des régions. Et je pense que les mandats avec Ibicer m'ont donné ce type de compétences, de pouvoir bien planifier un plan de diagnostic, de comprendre l'état des lieux, après bien identifier un plan d'action et aussi les compétences de comment rencontrer les gens. Et pour qu'on termine, parce que j'ai déjà fait 3 minutes, euh, et aussi comment faire un plan et faire le suivi de ce plan. Je pense que toutes ces compétences, je les acquis à travers Ibicer. Merci beaucoup. Pour les prochaines questions, on va rentrer un peu plus sur votre vision de la coopération, que ce soit tout de suite après votre mandat ou même maintenant que vous êtes un peu ressorti puis que vous avez un peu plus voir en fait comment votre parcours a évolué depuis. Donc, Souleymane, en fait, vous avez mentionné que vous êtes toujours dans le domaine un peu du développement international. Donc, pour vous, j'aimerais savoir, en fait, comment votre mandat a influencé ou changé votre vision de la coopération, du développement international. Et pour Kelly, en fait, est-ce qu'il y a est-ce que l'expérience de volontaire vous a fait découvrir des aspects de la coopération internationale que vous ne soupçonniez pas? Euh, je pense que l'IBCR m'a bien clarifié que la coopération internationale, c'est vraiment... Parce que je vais donner un exemple. Il y a des organisations internationales, quand elles essayent d'appuyer des pays,
des partenaires dans des pays, soit en Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne, l'Amérique du Sud, etc. Il y a cette idée que des consultants vont aller passer un peu de temps, une semaine, et après vont rédiger un plan d'action, je sais pas, un mode opératoire, un circuit de protection d'enfance dans quelques jours et on va terminer ça. Et moi, j'ai trouvé ça quand je suis partie en Côte d'Ivoire avec le premier partenaire, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres organisations qui ont essayé de faire le même travail qu'on a fait avec eux, mais l'autre organisation internationale les a envoyés un consultant qui travaillerait avec eux pendant une semaine. Je pense que l'IBCR m'a donné cette vision que quand tu as besoin d'appuyer un partenaire, tu dois passer un peu de temps avec eux. Tu dois comprendre leur réalité. Et je pense que Kelly, peut-être, il partage cette idée avec moi, que le temps quand on passe là-bas, la première semaine, la deuxième semaine, c'est pas la même, c'est pas pareil que la troisième semaine, le deuxième mois. Tu commences à apprendre des choses que dans les premiers jours, tu vas jamais comprendre ça dans ton état des lieux. Et je pense que ça, c'est la première chose que l'IBCR m'a aidé pour vraiment qui a influencé ma vision de la coopération internationale. Le deuxième point, c'est que au niveau de la coopération internationale, il faut toujours avoir un peu de persévérance et un peu de... Parfois, on pourra... j'ai rencontré plusieurs coopérants au début quand ils commencent. Parfois, ils trouvent que c'est pas vraiment ce qu'ils ont pensé au début. Parfois, on pourra trouver, parce que heureusement, Kelly et moi, on a trouvé des partenaires qui ont été faciles, on a pu facilement collaborer avec eux. Parfois, je vais pas essayer de désencourager les gens, mais c'est juste de donner cette idée que parfois on pourra trouver un partenaire que l'équipe a changé, il y a une personne que peut-être il n'a pas vraiment une bonne handover, une bonne passation, il comprend pas vraiment les tâches de PCV. Et peut-être au début du mandat, le PCV pourra avoir des difficultés. Moi, je pense que dans la coopération internationale, ce que j'ai appris après ces mandats avec IBCR, c'est que on doit avoir un peu de patience au début. Et on doit avoir de persévérance, et on pourra avoir beaucoup de réussite. Si on a ces deux, on pourra bien réussir dans la coopération internationale. Merci beaucoup, Suleiman. Et pour toi, Kelly? Oui, j'ai eu une expérience similaire à Suleiman, quand on parle de patience et puis l'importance de prendre le temps pour bien connaître les partenaires et aussi la situation sur le terrain. Parce que, je vais donner un exemple, et ça m'a transformé un peu la manière dont je vois le plaidoyer à l'international, parce que j'ai participé à la rédaction d'un rapport alternatif pour le Comité des droits de l'enfant. Et je pensais au début, mais c'est une rédaction juridique. Je suis avocate, je peux le faire. J'ai étudié le droit international. C'est pas assez compliqué que ça. Mais j'avais tort parce que euh, mais dans le contexte du comité des droits de l'enfant, ils peuvent recevoir beaucoup de rapports alternatifs dans une session, mais ils préfèrent, au lieu de recevoir s'il y a 100 organisations de droits de l'enfant en Colombie, ils préfèrent ne pas recevoir 100 rapports alternatifs. Euh, Par contre, ils aimeraient recevoir des rapports écrits par des coalitions. Et dans notre cas, j'appuyais la Coalico, la coalition contre l'implication des enfants dans le conflit armé en Colombie, qui est elle-même une coalition de 11 organisations. Et puis, on a collaboré avec la Alianza por la Niñez Colombiana, l'Alliance pour l'enfance colombienne, qui est une, une coalition entre 27 organisations. Et nous, on a décidé d'écrire un rapport ensemble,
mais ça implique plus que presque 40 organisations. Alors, c'était pas juste un rapport comme un enjeu de rédaction juridique, mais c'était un enjeu de collaboration, de planification pour avoir beaucoup de temps pour que toutes les organisations qui participaient à ce rapport pouvaient apporter son expérience, ses données, ses opinions. Et puis pour éditer le rapport pour que ça ne soit pas de 100 pages, par contre, pour que ça soit euh, d'une longueur raisonnable. Alors c'était beaucoup plus compliqué de ce que je pensais, mais à la fin, on a fait un bon produit. Et je pense que c'est un produit qui avait beaucoup plus d'impact sur le comité des droits de l'enfant qu'un rapport juste écrit par une seule organisation. Alors, c'est un peu un exemple d'un apprentissage que j'ai eu pendant mon mandat. En vous basant sur votre expérience, est-ce qu'il y aurait des enjeux ou des défis que vous avez vécus en tant que coopérant et coopérante volontaire? Peut-être Kelly en premier. Oui, mais il y a toujours comme des différences culturelles quand tu arrives dans un nouveau pays. Tu dois t'adapter un peu aux normes de ton organisation partenaire, du pays où tu vas réaliser ton mandat. Euh, alors, ça peut être des défis, mais aussi des opportunités d'apprentissage. Et aussi, mais j'ai vraiment appris, c'était pas comme une, une idée préconçue que j'avais de la coopération internationale, mais j'ai vraiment vu ce que Suleiman avait dit au début, que la coopération internationale, il y a une raison pour laquelle on dit que c'est coopération, parce que moi, je suis arrivée en Colombie, j'ai pu apporter certaines compétences que j'avais, mais aussi j'ai vraiment beaucoup appris des partenaires. Et c'est vraiment une situation de coopération où moi, j'apprends, les partenaires apprennent aussi. Et ça peut être une expérience très belle, mais il ne faut pas arriver avec l'idée que moi, je vais diriger mon mandat, je vais expliquer à tout le monde comment faire les choses. C'est vraiment pas ça. Heureusement, je n'avais pas cette préconception avant d'arriver en Colombie, mais c'est important de garder en tête. Euh, pour moi, je pense que personnellement, j'avais pas plusieurs enjeux au début, mais comme Kelly a mentionné, je vais pas répéter les mêmes choses, mais je pense que l'adaptation au début, c'est un peu quelque chose qu'on doit euh, faire, pas faire attention, mais c'est juste, il faut savoir que au début, peut-être les premiers jours, le climat, la nourriture, etc., peut-être ils seront un peu différents. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit un peu faire attention avec. Les enjeux et les défis en tant que coopérant volontaire, je pense que j'avais des collègues, d'autres coopérants, qui avaient un peu les enjeux qu'ils avaient au début. C'est parfois la collaboration avec leurs partenaires. C'était pas souvent assez fluide. Parfois, il y avait des collègues qui ont trouvé un peu des difficultés. Et je pense que la seule chose ou bien une des solutions, c'est toujours de voir avec le superviseur, la superviseur, comment est-ce que vous pouvez, le PCV pourrait un peu améliorer la situation avec le superviseur et le partenaire. Parce que parfois, il y a des coopérants au début et ils pensent que peut-être c'est leur problème, c'est eux qui ont un problème, mais parfois c'est juste c'est avec le partenaire que peut-être il y a un peu de blocage et il faut le voir avec le superviseur dès le début. Et je pense que c'est ça, je l'ai rencontré avec pas qu'une seule personne, mais plus que deux, trois personnes qui étaient des collègues à moi.
Et je pense que ça, c'est le premier défi, c'est avec les partenaires. Le deuxième défi, c'est comme on a déjà mentionné au niveau de la patience. On pourrait pas penser que si on a un plan de, je sais pas, 10 mois ou 6 mois, 5 mois, qu'on pourra arriver à le réaliser à 100% dans 2 mois. Il y a un peu, on aura besoin du temps parfois, même juste pour organiser un atelier. Si tu es avec un partenaire où les membres sont pas tous dans le même bureau, parfois, il y a des membres qui sont des volontaires qui doivent venir ils peuvent venir que quelques jours du mois. Et c'est des choses au niveau de la pratique qui sont pas assez faciles, que je pense qu'il y a des gens qui ont trouvé beaucoup de difficultés dans ce sens. Je vais m'arrêter ici pour les prochaines questions. Super. Bon, on arrive à l'avant-dernière question. La prochaine question bon, est plus peut-être sur votre perception de la coopération internationale. Euh, en fait, je vais vous laisser vraiment explorer, peut-être courtement, 1 minute si possible, en quoi la coopération volontaire est-elle importante à vos yeux dans le contexte actuel? Je pense que la coopération volontaire est maintenant plus importante que jamais. Parce que mais dans le contexte actuel de coopération internationale, il y a une crise de fonds, particulièrement après le changement de gouvernement aux États-Unis au début de l'année 2025. Mais je pense que l'idée de pouvoir avoir des expériences, particulièrement pour les Canadiens, pour aller dans des autres pays, ça va t'ouvrir à des nouvelles expériences, à les différentes manières de vivre. Et dans le contexte politique actuel, je pense que c'est important que les Canadiens et Canadiennes continuent à s'impliquer vers l'international. Et aussi, je pense que cette expérience avec l'IBCR, je sais que le programme va continuer jusqu'en 2028. Il y a peu d'opportunités pour les jeunes professionnels de s'impliquer dans la coopération internationale parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonds. Euh, alors, si ça vous intéresse, si vous avez l'occasion de partir et faire un mandat, je vous encourage de le faire, vraiment. Merci Euh, beaucoup. oui. Oui, il faut y aller, Suleiman. Ok, d'accord. Merci, Sandrine. Bah, moi, je pense que j'ai rien ajouté vraiment à ce que Kelly a mentionné. La seule chose, peut-être, c'est que la coopération volontaire, parfois, on trouve que on pourrait avoir des actions qui pouvaient avoir un grand impact. On peut réaliser beaucoup de choses dans une période. Si on attend que un pays tout seul, un partenaire tout seul, peut-être ils ont la capacité, ils peuvent arriver à des choses, mais elles ont besoin d'un appui. Et cet appui, c'est la coopération volontaire qui peut vraiment apporter cet appui, qui peut vraiment un peu faciliter un processus d'amélioration de pratique. Comme Kelly a mentionné au début, c'est pour nous l'objectif, c'est vraiment de protéger les enfants partout dans le monde. Et pour cette mission de protéger les enfants, il faut savoir que n'importe quelle action que vous pouvez faire dans le futur avec IBCR, dans n'importe quel mandat, il faut savoir que vous pouvez, n'importe quelle action que vous faisiez, ça va avoir un grand impact sur les vies de plusieurs enfants, soit les enfants qui ont un contact direct avec les partenaires de l'IBCR, et parfois, il peut même avoir un impact sur beaucoup plus d'enfants, soit qui sont actuellement dans des situations de précarité, ou bien quand on essaye avec IBCR de renforcer les systèmes de protection de l'enfance, quand on essaye de renforcer la gestion organisationnelle de nos partenaires, on peut vraiment arriver à une amélioration des pratiques des partenaires qui pourrait avoir un grand impact sur la vie de plusieurs enfants. Et comme Kelly a dit,
actuellement, il y a une grande difficulté au niveau de coopération internationale. Bah, si IBCR a toujours cette opportunité d'ici 2028, on doit vraiment profiter de cette opportunité. Super. Donc, nous arrivons à la fin du webinaire. J'en profite, nous allons consacrer une ou deux questions au grand maximum à Suleiman et à Kelly. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat dès maintenant. Et entre-temps, pour conclure, en 30 secondes, quel conseil donneriez-vous à une personne hésitant à s'engager dans un mandat de coopération? On peut peut-être commencer avec Suleiman. Bah, moi, ce que je vais vous dire, c'est que n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez l'opportunité pour le moment, si vous avez un peu d'expérience que vous pensez que vous pouvez partager, si vous pensez que vous êtes dans un moment dans votre carrière, soit après si vous avez un peu d'expérience dans votre parcours actuellement, vous pensez que vous voulez apprendre un peu dans un pays partenaire d'IBCR, il ne faut pas hésiter. Et on est toujours là, soit IBCR, soit même nous, les alumni, on pourrait toujours vous appuyer si vous avez des questions que peut-être on ne pourrait pas répondre aujourd'hui. On serait toujours vraiment à votre disposition pour répondre à vos hésitations. Et on est là pour vraiment l'IBCR est là pour faciliter vos mandats, mais on est là pour aussi répondre à n'importe quelle question que vous pouvez avoir. Et oui, aussi un peu ce que Suleiman a dit, mais aussi j'ajouterais si si vous hésitez à faire une expérience avec l'IBCR, je vais vous encourager de le faire. Une expérience internationale, c'est un atout dans votre carrière et aussi une belle expérience personnelle. Si vous avez des questions plus spécifiques sur mon expérience en Colombie, je suis ouverte à parler avec des gens là-dessus. Je sais que des fois, les personnes ont des questions par rapport à la Colombie sur la sécurité. Moi, je me sentais en sécurité tout le temps durant mon mandat. Alors, ne laissez pas ça vous arrêter d'avoir une très belle expérience. Super. Merci beaucoup à vous deux. Ce fut fort inspirant de vous entendre sur les différentes questions et ce fut un échange fort constructif. Euh, donc, en fait, je regarde présentement bon, dans le chat, voir si nous avons quelques questions. Euh, je vois beaucoup de questions, mais plus peut-être sur la manière dont le programme de coopération volontaire de l'IBCR est construit. Euh, donc, pour ce type de questions-là, je vous invite vraiment à aller visiter notre site web. Vous allez trouver la plupart de vos réponses sur le site. Et si vous avez des questions peut-être plus spécifiques à votre situation, nous vous invitons à écrire votre question à l'adresse courriel de recrutement de l'IBCR. Peut-être, en fait, je vois peut-être une question ici qui peut être intéressante. Kelly, pour peut-être Kelly, en fait, tu as fait tes mandats en Amérique latine, donc tu as eu à parler espagnol. Est-ce que pour toi, en fait, dans quelle mesure parler la langue du pays, ça te semblait important, en fait, pour partir en mandat? Parce que nous avons fait des volontaires qui, quand ils partent, parlent très bien la langue du pays dans lequel ils s'en vont faire leur mandat, d'autres qui sont peut-être niveau intermédiaire. Donc, pour toi, ça ressemblait à quoi, ce niveau-là? Oui, je dirais que c'est important d'avoir une, une connaissance assez bien de la langue pour partir à faire un mandat en Amérique latine. J'ai eu des collègues qui ont fait des mandats qui avaient comme peut-être un niveau
débutants intermédiaires au moment de commencer leur mandat et pour eux, c'était beaucoup plus difficile au début parce que tu dois parler aux partenaires. Ça dépend un peu du pays où tu parles, mais j'ai aussi eu des expériences, pas avec les BCA au Costa Rica, mais en Colombie, les gens ne parlent pas nécessairement beaucoup d'anglais, moins le français. Alors, ça serait vraiment important d'avoir au moins comme un niveau intermédiaire élevé avant de commencer ton mandat. Moi, j'étais chanceuse, j'avais déjà un niveau d'espagnol très, très haut avant de commencer mon mandat, mais même pour moi, parce que tu rencontres des gens des différentes régions de la Colombie, tout le monde a des différents accents. Des fois, c'est difficile de comprendre tout le monde. J'ai eu cette expérience quand j'ai commencé avec un niveau élevé d'espagnol. Alors, je vous conseille si ça vous intéresse, faire un mandat en Amérique latine et vous ne parlez pas forcément espagnol, de travailler là-dessus avant de partir, parce que ça va vous aider. Bien, merci beaucoup. Euh, donc, on n'a pas plus de questions que ça sur votre expérience, mais bon, je tenais vraiment à vous remercier pour vos témoignages et votre partage d'informations fortement enrichissant. Je crois qu'en fait, votre expérience est fortement inspirante, puis si ça peut encourager quelques personnes à s'engager dans la coopération volontaire, eh bien, sachez qu'en fait, nous avons des mandats encore ouverts dans le cadre du programme de coopération à l'IBCR. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site web. Si vous avez apprécié le webinaire, nous vous invitons à soutenir notre action en répondant à un court sondage que vous allez trouver tout de suite dans le clavardage ou que vous recevrez par courriel à la suite du webinaire. De plus, si vous désirez revisionner le webinaire, le partager à votre entourage, il sera également disponible sur notre page YouTube dans les prochains jours. Et on vous encourage aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, pour pouvoir suivre nos actions. Au nom du Bureau international, le Bureau international des droits des enfants, je voudrais souligner l'immense valeur de l'engagement des volontaires du PCV et donc de vous, Suleiman et Kelly. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui et on se revoit pour un prochain webinaire cet hiver. Merci à vous tous et toutes. Merci à tout le monde pour avoir participé. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée.